Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Finari Talk. Aujourd'hui, je reçois Marc Fiorentino, le loup de Wall Street français. Marc a été un trader de légende pendant 20 ans. Il est ensuite devenu entrepreneur, auteur à succès, animateur radio et télé. Il a une expérience incroyable des marchés financiers. Il va nous partager son savoir aujourd'hui dans un moment de crise absolue. La Silicon Valley Bank a fait faillite, Crédit Suisse et le secteur bancaire en général sont en train de vaciller. Marc va nous partager son avis sur la situation et comment un épargnant, un investisseur, doit se positionner dans un climat d'incertitude. On se retrouve tout de suite pour l'épisode. Bonjour Marc. Bonjour. Comment vas-tu? Franchement, en pleine forme. Pleine forme. Moi, j'adore quand il y a des crises, quand ça bouge. Je suis un homme des cracks, moi. Donc, c'est vrai. Je suis un homme des bulles, des cracks. Donc, moi, j'aime quand ça bouge. Je suis un homme de la volatilité. Ok. Là, tu es servi du coup. Là, je suis servi, mais tu vois, c'est amusant parce qu'on voit que les gens n'ont pas l'habitude des vraies crises. Parce que, bon, une baisse des indices de 3%, c'est rien. C'est beaucoup, mais ce n'est pas la fin du monde. Pas encore. Et on a le sentiment que les gens sont en panique totale. C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que ce sont des situations que j'ai pris l'habitude d'analyser du fait du recul de l'âge. J'ai vu un nombre de crises absolument incalculables et je les ai beaucoup étudiées en fait. C'est ma passion en fait. Les bulles, les cracks, c'est ma passion parce qu'en fait la finance ne fonctionne que par bulles et que par cracks. Donc si tu n'analyses pas les bulles et les cracks, en fait tu passes à côté sur la finance. Et donc je me suis intéressé à ça dès le début parce qu'il y a eu le crack de 87, donc ça fait très très loin. Et à partir de là, évidemment, les références au crack de 29, et puis après, il y a eu tous les cracks qu'on a connus. L'explosion de la bulle Internet, les subprimes, la crise de l'euro, bon, enfin voilà. Donc en ce moment, écoute, je trouve ça passionnant en tout cas. On sent qu'on est dans un moment où un point d'inflexion. Écoute, c'est plus que ça en fait. On est dans un point d'inflexion conjoncturel, d'accord? Parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la newsletter tous les jours, c'est de dire on ne peut pas passer d'un monde où on a donné de l'argent gratuitement pendant 10 ans, voire à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que prêter de l'argent et devoir payer pour prêter de l'argent, c'est quand même difficile à comprendre. Donc, à un monde où on te dit du jour au lendemain, les taux d'intérêt sont très élevés et tout devient très cher, forcément, il y a de la casse. C'est-à-dire que tu ne passes pas d'un moment où tu as une sorte de droit à la paresse financière, parce que quand les taux sont négatifs, pourquoi tu vas faire des efforts? Pourquoi tu vas réduire tes coûts, que ce soit dans une entreprise, que ce soit pour un État? C'est-à-dire, pourquoi tu réduis tes coûts si tu empruntes à taux négatif? C'est-à-dire, plus tu fais de déficit, c'était le cas en France l'année dernière, plus tu empruntes d'argent, plus tu gagnes de l'argent en empruntant. Moi, si on me donne cette possibilité-là, évidemment que je vais dépenser beaucoup plus d'argent. Sauf que voilà, et du jour au lendemain, si tu veux, parce que les banques centrales sont passées mais totalement à côté, il faudra en parler, parce que on va en parler. À analyser, enfin je veux dire, on en parlera dans quelques années, parce que l'erreur fatale qu'ont fait les banques centrales avant, en maintenant des taux d'intérêt trop bas, et maintenant en les relevant trop tard et trop rapidement, évidemment, dans la phase de transition, il y a de la casse. Donc ça, c'est, on va dire, la transition conjoncturelle que tu citais. Et puis, il y a des transitions structurelles qui sont phénoménales. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des crises où il y avait une révolution. Révolution financière, révolution technologique, révolution géopolitique. Mais là, tu as révolution démographique, folle. Révolution digitale, tu es bien placé pour le savoir, tu en es un des acteurs principaux. Révolution sociétale, le rapport au travail, d'accord, et la place du travail. Révolution énergétique, avec la transition climatique. C'est-à-dire que, si tu veux, t'imagines, moi, quand j'ai mes invités, parce que quand je suis à ta place, à mon émission C'est votre argent, que je leur dis hors studio, est-ce que vos modèles fonctionnent encore? Ils te disent, les économistes te disent, non, tu ne peux pas fonctionner avec des modèles où il faut des variables qui soient fixes. Et là, toutes les variables sont variables. Et donc, c'est devenu, on vit plusieurs révolutions en même temps structurelles, et on vit en plus des révolutions conjoncturelles. Donc, c'est dingue. C'est dingue. C'est un jeu de société. Mais on Marc est parti déjà. J'aurais pas dû alors. T'es parti très très vite. Bon, excuse-moi alors. Non, t'inquiète. Déjà, merci à tout le monde. Vous pouvez dire un petit coup à Marc. T'es le 17e invité, Marc, donc c'est vraiment top. Ça va être génial. On a, comme tu as dit, on le disait juste avant, on n'a pas du tout prévu évidemment que
tout ça allait se passer. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ce talk. Donc voilà, hasard du calendrier, tant mieux. Donc écoute, je pense qu'on va y aller. Super. J'ai déjà tout dit. Tu as déjà tout dit, donc je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue Marc. Bah, merci de m'inviter, c'est sympa. Merci Ça d'être me là. fait plaisir d'être à ma place et pas la tienne. Eh bien, ça me fait très plaisir que tu me dises ça. En tout cas, c'est un honneur et t'es vraiment une inspiration pour moi. Donc, C'est très et gentil. pour beaucoup de gens d'ailleurs, je pense. Depuis qu'on t'a invité, ou depuis qu'on a annoncé qu'on t'a invité, on a reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient je lis les newsletters de Marc. Et donc, c'est sympa, merci. T'as vraiment beaucoup de gens qui te suivent. Tu es un des premiers influenceurs de la finance. Donc voilà, un influenceur. Je vais m'installer à Dubaï. Exactement, exactement. Et vendre des formations. Avant de parler de la crise, de Crédit Suisse et de tout ce qui se passe, des bulles, peut-être des bulles et des cracks, on va parler de Finari 2 minutes. Oui, bien sûr. Finari, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye de faire une plateforme qui vous permet de suivre, de gérer et d'investir. Donc, on veut vraiment vous donner une solution, un one-stop shop, comme on dirait. C'est un vilain anglicisme, mais on veut vraiment donner à l'utilisateur, à tout le monde, un outil pour qu'il puisse gérer son patrimoine. Je pense que tu le dis assez souvent dans tes interventions. On peut plus aujourd'hui dire qu'on ne s'intéresse pas à son argent, qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, même quand on n'a que des petits montants à placer. Absolument, tu as raison. Là, ce qui se passe, je veux dire, tu es monté dans notre bureau, tu as vu qu'il y avait des poubelles partout. Je pense c'est le symbole du mouvement qui est en route. On peut plus se reposer sur l'État. Bon, Finari n'a pas vocation à remplacer l'État, mais en tout cas, ça a vocation à donner la clé à chacun pour prendre son destin en main, en ligne, de façon gratuite, sur une application mobile, où qu'il soit. On veut démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine personnalisé. Oui, et puis tu offres quelque chose, je veux dire, que je trouve remarquable, c'est cette vision à 360 degrés. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, à la fois, moi je le vis en tant que client, mais à la fois je le vis dans des structures de CGP, de conseillers en gestion de patrimoine, ou dans les structures financières que je dirige, c'est qu'on n'arrive pas à intégrer tous les actifs. Ce que tu as apporté, c'est le fait de pouvoir intégrer tous les actifs. Et ça, c'est très utile parce que si tu n'as pas le tableau de bord, tu ne peux pas prendre de décision. Et si tu as un tableau de bord qui est un tableau de bord partiel, c'est-à-dire ce qu'on avait avant que tu arrives, c'est-à-dire simplement mes comptes en banque, et puis de l'autre côté, mon assurance vie. Mais non, je ne suis pas découpé en morceaux. J'ai mes comptes en banque, j'ai mon assurance vie, j'ai mon immobilier, j'ai mes cryptos. Bah, je dois avoir une vision globale pour me dire, bah voilà, il y a une faillite de SVB aux États-Unis, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis exposé? Quels sont mes risques? L'immobilier va baisser? Est-ce que j'ai trop d'immobilier? Enfin bon, voilà, moi je trouve ça remarquable, donc bravo. Merci, il faut que tu nous rejoignes. Tu deviennes porte-parole de Finari, tu le vends mieux que moi. je pense que, en tout cas, je suis convaincu, donc bravo. Top. Je pense que... Donc la vision, on en a déjà parlé. Chez Finari, on aime bien parler à nos utilisateurs. Je pense que c'est aussi une des clés, c'est que le monde de la finance, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper accessible, mais aussi parce qu'il est pas très agréable de prime abord et qu'il est peut-être un peu hautain, souvent. Je pense que avec ta newsletter, tu le rends beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. En tout cas, nous, chez Finari, on a vraiment cette culture de parler à nos utilisateurs. Et donc, on a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle les Community Calls. Et donc, c'est dans ces Community Calls que je parle des nouveautés produits. Je les présente en direct aux utilisateurs. Ils peuvent intervenir, ils peuvent m'interpeller. Et donc, c'est sur YouTube. C'est accessible, évidemment, gratuitement. Et le prochain, c'est le 24 mars, il me semble. Le 24 mars, entre midi et 2. Je crois que c'est à midi ou à 13h. Tu vois, sur la pause déjeuner, tu peux m'écouter présenter des trucs. Et c'est assez marrant. Et ça permet aussi de développer un produit qui correspond aux utilisateurs. Bien sûr. Tu l'as dit, les solutions IoT, c'est aussi parce que ça a été imaginé dans une tour d'ivoire sans jamais parler à quelqu'un. Or, aujourd'hui, si on exclut 50% du patrimoine des gens, la solution n'a pas de sens. Il y a malheureusement beaucoup de sociétés qui ont essayé de faire ce qu'on fait, qui ont fait faillite parce que, en fait, elles ne prenaient pas en compte les besoins des utilisateurs. Oui, c'est ça. Et le contact, en fait. Le contact, la clé, c'est le contact, en fait. Mais quand je dis le contact, c'est pas le contact physique, hein, c'est le contact. La newsletter, c'est un contact. Tes community calls, c'est un contact. Ce qu'on fait, c'est un contact. C'est-à-dire, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire qu'on a beaucoup vécu dans une sorte de bulle financière qui consistait à dire on se met sur un piédestal et ça nous permet finalement de vendre un peu tout et souvent n'importe quoi à n'importe quel prix. C'était ça la clé, hein. Il ne faut pas se tromper. Hein. Et à partir du moment où tu te dis, bah non, j'ai envie de sortir de ce modèle-là, moi par exemple, si tu veux, dans mes réflexions, notamment dans le retail, hein, dans la distribution de produits financiers, je me suis dit, bah, c'est de la distribution financière.
c'est pas de la finance, c'est de la distribution. Alors, je vends pas des t-shirts, je vends pas des chemises, je vends des produits de placement, mais je dois m'inspirer du mode de fonctionnement du retail et pas forcément m'inspirer du mode de fonctionnement de la finance. La finance en distribution, elle a 20 ans de retard. Donc, si tu casses pas les codes, bah, tu te retrouves financier, costard, cravate. Bon, ok, c'est sympa, mais on voit bien que le monde est en train de changer grâce à des gens comme toi, grâce à des gens comme nous aussi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire évoluer le modèle. Et on le voit bien, on va en parler tout à l'heure, il y a quand même plein de choses qui se passent, les plateformes, l'investissement direct. Ah, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier. Il y a une chose très intéressante qui s'est passée, je voudrais la signaler, qui m'a vraiment frappé, c'est que tu sais, il y a eu ces traders du Covid. Aux États-Unis, on appelait ça les Robinhood traders, et puis en France, on a eu ces gens bloqués à la maison qui sont rués sur la bourse. Normalement, ce qui se passe quand tu as ce genre de choses, c'est que dès que tu as une année de baisse, comme 2022 sur la bourse, bah, tout le monde s'en va. C'est-à-dire que les gens sont venus, ils se sont brûlés les doigts, ils se sont fait rincer et ils s'en vont. Là, ce qui était très intéressant dans la dernière étude de l'AMF sur les épargnants, c'est qu'ils sont restés. Et donc, tu sens qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que grâce à des gens comme toi, je pense grâce à des gens comme nous aussi, l'éducation financière a quand même changé. Il y a une volonté de prise de conscience de je peux avoir un impact avec mon investissement. Alors, soit un impact sur son argent, et puis c'est juste pour gagner plus d'argent, soit un impact sur la planète, sur l'environnement, sur bon, c'est l'investissement à impact. Donc, il se passe énormément de choses. Et je trouve qu'il y a une révolution aujourd'hui dans le monde de la finance et dans le monde de la distribution financière qui est absolument incroyable. Qui est bénéfique au retail, comme tu as dit, à l'investisseur particulier. Oui, qui est bénéfique et qui est de toute façon, il n'y a pas de raison que la finance soit un monde à part du reste du monde. C'est-à-dire que, bon, évidemment, avec des gens comme toi, c'est disrupté et toutes les formes de distribution sont disruptées aujourd'hui. On le voit bien hein, avec les faillites qu'il peut y avoir dans le domaine du textile, dans plein d'autres choses. On voit bien que le monde est en train de changer. Donc, on est obligé, nous aussi, de s'adapter. On a freiné les cas de fer parce que plus tu es transparent, moins tu fais de marge. En fait, il faut dire les choses. Ça, c'est important. Bah ouais. Enfin, bon, en fait, c'est aussi simple que ça. Plus c'est opaque et plus tu gagnes d'argent. Et plus c'est transparent et moins tu en gagnes. Plus tu dis, nous, en fait, le calcul qu'on avait fait quand on a lancé la boîte qui est devenue meilleur taux placement, qui était Mon Financier, c'est de dire, dès le début, on va sur les tarifs de l'Internet. Parce que de toute façon, on ira vers les tarifs de l'Internet. C'est-à-dire, tu ne peux pas continuer à prendre 2-3% de droits d'entrée quand tu vends un contrat d'assurance vie. C'est du vol. Tu ne peux pas le faire. Donc, on va directement à 0 frais d'entrée et ensuite, on essaye de voir comment on gagne de l'argent parce que pour être pérenne, il faut gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent en prenant 0% de frais d'entrée. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer et je pense que tout ça va dans le bon sens. C'est de la transparence et puis l'argent devient de plus en plus dur à gagner. Le capital, il faut le faire fructifier. Et donc, si tu as, alors surtout à l'époque où les taux d'intérêt étaient à 0, bah, si tu as 0 de taux d'intérêt et que derrière tu payes 3% de commission, c'est un peu violent. C'est un peu cher. Très cher. Tu parlais de la transparence. Notre business model, il est hyper simple. Aujourd'hui, chez Finari, tu viens gratuitement utiliser la plateforme et du coup, il y a un abonnement pour pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités. Ça s'appelle Finari Plus. Donc, il y a un code pour avoir moins 20%. Finari Talk 17, il me semble. C'est ça notre business model. Aujourd'hui, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de vente de produits et ça permet de montrer l'information telle qu'elle est. Et je pense que ça, c'est important. Très. Évidemment, on veut aller plus loin parce qu'on a beaucoup de demandes d'utilisateurs qui veulent aussi avoir accès à des produits, mais on gardera cet esprit de transparence, comme tu l'as dit, de toute façon. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix et c'est ça qui apportera de la valeur et c'est ça qui crée la confiance. Absolument. C'est en expliquant ce qu'on fait qu'on inspire confiance et il faut le démontrer par des faits. Exactement. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. On va passer au talk. Marc, tu as été trader. Ouais. Tu as été, et tu l'es encore, animateur, entrepreneur. Ouais. Tu es un passionné de finance. Ouais. Tu l'as dit, les bulles, les crises, les cracks. Exactement. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que ta vraie vocation, c'était pas d'être prof d'économie? Non, pas du tout. Non, moi, j'aime bien être dans l'action. C'est-à-dire, j'aime, tu vois, et même quand j'étais trader, broker, que j'ai travaillé sur les marchés financiers, j'avais envie d'être entrepreneur. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'être dans l'action. J'ai pas envie, justement, le professeur, j'ai beaucoup d'estime, hein, évidemment, pour ce métier, mais on parle à très peu de gens et on parle à un public qui est un public, on va dire, déjà acquis, ou presque.
Moi, ce qui m'a intéressé depuis le début, dès que j'ai démarré dans la finance, c'est de me dire, en fait, c'est incroyable que je sois aussi passionné et que les gens trouvent ça aussi chiant. Je me dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'ils ne voient pas, que je vois. Et ensuite, je me suis aperçu tout simplement qu'en fait, on mettait un écran pour ne pas qu'ils voient. Voilà, c'est-à-dire que plus tu démocratises, plus tu expliques, plus les gens comprennent, moins ils se font avoir. Bon, donc c'était pas le bon calcul. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai juste envie de partager cette passion-là. Et donc, parce que les marchés financiers, bah, tu vois ce qui se passe en ce moment, parce que l'économie, parce que tout ce qu'on est en train de vivre, le lien entre l'économie, les marchés financiers et la sociologie, et, enfin, la géopolitique, enfin, c'est quand même l'écologie, enfin, tout. Donc, c'est lié à tout. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est expliquer ça. Mais j'avais envie quand même, pour répondre à ta question sur le fait d'être professeur ou pas, je trouve que la sanction du résultat financier, moi je suis un homme d'argent, je viens d'une génération qui a été élevée dans quand même le culte du résultat, du capital, de l'argent. Et je trouvais que la validation par j'ai monté une boîte, elle a marché, elle n'a pas marché, je gagne de l'argent, j'en perds, je trouve que c'est très important. Par exemple, je trouve que c'est très important d'identifier des tendances macroéconomiques, mais de déboucher sur une décision de marché. C'est-à-dire parce que je trouve qu'il y a trop d'économistes qui se racontent n'importe quoi, qui oublient ce qu'ils ont raconté il y a 6 mois. Bah, moi, si je dis un truc, comme je le mets souvent en application à titre personnel, bah, si je me suis planté, je peux dire que ça me fait mal. Donc, je ne dirai pas dans 6 mois le contraire de ce que j'ai dit avant. Fair enough. Donc Voilà. tu voulais être, non, non, au cœur moi, du j'ai réacteur. vraiment fait ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance extraordinaire de vivre le monde du démarrage de la finance dans les années 80, donc ambiance loup de Wall Street et autres. Donc Mais ça, justement, c'était quand? c'était fou. C'était fou. C'était quoi une journée? Décris-nous Bah, les franchement, trucs les plus écoute, fous. à part le lancer de nains, je pense que c'est à peu près, si tu regardes le loup de Wall Street, c'était vraiment nos journées. Tu vois, on faisait à la fin de la semaine, on faisait des fêtes dans les salles de marché parce qu'on avait battu le record de vente, parce qu'on faisait venir des orchestres, on faisait venir des danseuses, des danseurs. Enfin, c'était cette folie-là, quoi. Parce que, si tu veux, c'était le Far West. On arrivait, on était diplômés de grandes écoles, on était les premiers à arriver sur ce terrain. Il n'y avait pas de diplômés de grandes écoles avant, c'était des gens qui venaient de trading sur les matières premières. Donc, c'était vraiment des gens qui travaillaient à la corbeille, c'était des self-made men, des gens qui avaient absolument aucune éducation financière ou commerciale ou autre. Nous, on débarque là-dedans, on voit ce monde qui était à l'époque pas du tout régulé, et sur lequel, au lieu de vendre un lot de, je sais pas, de 10 pantalons, bah, tu vends 10 milliards ou 1 milliard ou des devises ou autres, et les montants étaient juste colossaux. Et donc, on s'est retrouvé dans le tas d'or de Picsou à 14 ans, à débarquer là-dedans en se disant waouh. Et ça a été juste complètement dingue, quoi, complètement dingue. Donc, moi, j'ai vécu cette vie un peu folle jusqu'à mes 40 ans. Donc, j'ai travaillé que dans des boîtes américaines, avec pas mal de gens sous ma responsabilité dans plusieurs localisations. Donc, pour répondre à ta question, c'était fou. Si je pouvais le revivre, je le revivrais demain, quoi. Tu vois, bon, je regrette. J'ai des moments de mélancolie quand je pense à ces années-là. Et puis, bon, à 40 ans, je me suis dit, écoute, j'étais quand même en train de péter une durite, quoi, parce que c'est quand même, d'abord, c'est un rythme complètement dingue. Et puis, en fait, t'es azimuté, quoi. T'es hors sol. Et là, je me suis dit, tiens, je vais devenir entrepreneur. Et comme je connaissais que la finance, moi, je suis devenu entrepreneur dans la finance. Et évidemment, c'est un peu comme la transition entre les taux négatifs et les taux très positifs. Bah, la transition entre je suis le roi du monde et je pense que je suis très intelligent, mais en fait, tu t'aperçois pas qu'il y a des structures derrière toi. Et je deviens entrepreneur, bah, la transition, le sas de transition est très, très brutal. Donc, je me suis pris un sas de décompression qui a été extrêmement violent pendant 2, 3 ans où j'ai failli déposer le bilan, enfin voilà. Et puis après, voilà, ça se met en place. Tu apprends un autre monde, tu apprends à pas avoir 10 personnes à ta disposition pour pouvoir à regarder tes budgets. Enfin, tu connais ça par cœur, tu gères une société. Bon, voilà, moi j'ai appris à mes dépens au début, et puis bon, c'était pas grave, hein. Et puis j'ai continué, et puis j'aime beaucoup l'entrepreneuriat dans la finance, mais j'ai voulu garder, si tu veux, cette idée qui était de continuer à communiquer par les bouquins, par les médias,
pour transmettre ma passion et en me disant, bah, finalement, avec le temps, même s'il y a 20 mecs de plus, 30 mecs de plus qui comprennent un peu ce qui se passe, c'est sympa. Je pense que tu as réussi ton pari. En tout cas, c'est marrant parce que tu as vraiment un sourire. On sent que tu revois Ah les ouais, moments de parce que folie. j'ai des scènes devant moi qui sont juste dingues, quoi. Donc, c'est vrai que si tu veux, c'est difficile à imaginer parce que l'ambiance est quand même très, très différente aujourd'hui, très régulée, très réglementée. Alors, c'est tant mieux, hein, et encore, elle ne l'est pas assez parce que quand tu vois ce qui s'est passé avec la Silicon Valley On va en Bank, parler. on voit que, bon, finalement, les régulateurs font pas leur boulot. En tout cas, dans ce cas-là, ils l'ont pas fait parce que tout était, ils ont rien menti, ils ont pas menti, hein, ils ont rien caché, hein. En fait, les gens sont venus voir leur compte, tout était écrit dessus, et puis personne ne leur a rien dit, on leur a pas tapé sur les doigts. Mais là, on était dans une phase où il fallait tout construire. Tu vois, les dérivés, les options, enfin, ça n'existait pas. Donc, il fallait tout construire. Et donc, tu expliquais le Far West à des gens qui arrivaient et qui étaient émerveillés. Donc, c'est vrai que c'était très sympa. C'était très sympa. C'était très dingue. C'était très intense. C'était très stressant. Parce que aussi, tu travaillais sans filet. Aujourd'hui, tu as les algorithmes, tu as les ordinateurs, tout ça. Nous, on travaillait, on passait des ordres au téléphone avec un mec qui disait ben non, en fait, tu m'as pas acheté ce que tu m'as dit que tu m'avais acheté, tu te retrouvais dans des situations pas possibles. Enfin bon. Donc aujourd'hui, bon, c'est quand même moins drôle. Bah, une salle de marché, aujourd'hui, t'entends à peine, t'entends le bruit des claviers, quoi. Donc, si tu veux, alors que nous, ça gueulait dans tous les sens, quoi. Ouais, ça doit être incroyable. Incroyable, franchement incroyable et des années totalement intenses, des années. Alors après, c'était tout ça dans une ambiance qui n'était pas l'ambiance actuelle aussi. C'était les années fric aussi, hein. C'était les années 80, les années 90. Bon, voilà, c'était un environnement. Je dis pas qu'il n'y avait pas des excès, il n'y avait pas des erreurs, il n'y avait pas des choses qui n'auraient pas dû être faites. Mais bon, voilà, ça faisait partie d'un nouvel environnement. Voilà, d'un nouvel environnement avec un environnement. Ça c'est quand même très intéressant, qui aujourd'hui est beaucoup plus passionnant d'un point de vue intellectuel qu'il était à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, cet aspect que je t'ai décrit au tout début, c'est-à-dire toutes ces révolutions qu'on a, à l'époque, on n'avait pas ça. Si tu veux, c'était très monolithique. On avait de temps en temps une crise financière, une faillite bancaire, un problème de krach boursier. Mais tu vois, tu pouvais raisonner en silo. Tu vois, il y avait un problème, tu devais gérer le problème et tu passais au problème. Et là, aujourd'hui, on est dans un univers qui est absolument totalement flottant, quoi, sur lequel on ne peut pas avoir de prise. Et c'est ça qui est fascinant. Justement, là, tu disais que, enfin, on est vraiment au cœur d'un moment historique. Silicon Valley Bank, pour rappel, c'est une banque qui a fait, un peu la banque des startups. Ouais. Ils ont fait faillite la semaine dernière. Ils ont été sauvés finalement. Enfin, en tout cas, le régulateur garantit les dépôts. Cette semaine, on a Crédit Suisse, qui est quand même la banque qui a financé le tunnel du Gothard, qui a financé la Suisse moderne, qui se retrouve en grande difficulté, qui a été renflouée par la Banque centrale. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le début de la crise. On est en 2008. Non, non, pas du tout. C'est le Non, non. revival. Alors, d'abord, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu dis qui a été sauvé. La banque n'a pas été sauvée. Et en fait, c'est ça que les gens qui nous écoutent doivent comprendre. Il y a un changement de philosophie total. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, bail-in, bail-out, mais en gros, il y a deux manières de sauver les banques. Il y a une qui consiste à dire je sauve la banque, je sauve la banque. Ça veut dire que je sauve ses actionnaires, je sauve ses créanciers, je sauve ses déposants. Je lui donne les moyens de continuer à opérer, et puis ça va coûter de l'argent aux contribuables. D'accord? Parce qu'on a donné une aide pour qu'il reste debout. Il y a un changement de philosophie totale depuis 2008. C'est-à-dire que maintenant, SVB n'a pas été sauvé. Ce qu'on sauve maintenant, c'est les déposants. C'est-à-dire ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'ils perdront jamais d'argent sur leurs dépôts. Pourquoi? Parce que même si leur banque tombe, on garantira leurs dépôts sans limite, les histoires de 100 000 euros, 250 000 euros, tout ça, c'est de la flûte. On sauvera leurs dépôts. Par contre, l'actionnaire, il peut être rincé. Donc, si tu veux, ce qui est en train de se passer, c'est ça qui est intéressant, parce que les gens n'ont pas très bien compris pourquoi les actions bancaires continuent à baisser, alors qu'on avait quelque part sauvé les déposants. Non, ce qui est en train de se passer, c'est que les actionnaires de banque se disent, attends, si demain, ma banque, la banque dont je suis actionnaire est attaquée, en fait, moi, on n'en a rien à foutre de moi. Moi, l'actionnaire, il se fera rincer. L'actionnaire du Crédit Suisse, il est rincé. Ça y est, il a perdu 97% de son argent. D'accord? Parce que ce qu'on ne dit pas aussi sur le Crédit Suisse, moi, j'ai appelé ça ce matin dans ma newsletter chronique d'une faillite annoncée. Ça fait 10 ans
Ça fait depuis 2008 qu'on nous explique que Crédit Suisse va faire faillite. Parce qu'ils ont accumulé toutes les erreurs qu'on peut accumuler. Ça a beau être la banque qui a financé tous les tunnels que tu veux, elle a été mal gérée. SVB a été super mal gérée, c'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur, mais quand je te dis une erreur de débutant, c'est-à-dire que c'est la première heure de premier cours de gestion de trésorerie d'un niveau vraiment première année. Le gars, on lui donne des dépôts, c'est pas son argent, il va les placer à long terme. C'est une aberration totale, surtout quand les taux d'intérêt sont aussi bas. Donc, c'est une erreur totale. Alors, c'est le boulot de la banque de faire de la transformation, mais tu le fais suivant des ratios, c'est-à-dire que tu gardes de la liquidité et tu places une partie en te disant que tout le monde va partir son argent en même temps. Mais tu ne passes pas tout l'argent qu'on te donne pour gagner 1 ou 2%, tu ne vas pas le placer à long terme. Donc, on est dans un moment. Alors, je ne pense pas que ce soit un moment historique. Voilà. Je pense pas. Je pense que c'est sympa, tout le monde s'excite. Bon, et puis de toute façon, c'est plus vendeur de dire, moi, si je fais une vidéo demain en disant pourquoi votre banque fait faillite, je suis sûr de faire 300 000 vues. Si je dis vous n'avez rien à craindre sur votre dépôt, je fais 400 vues, et dont 350 pour ma famille. Donc, si tu veux, le problème, c'est qu'en ce moment, tout le monde a intérêt à dire ça va être la fin du monde. En fait, c'est pas un moment historique. C'est juste, on est rentré dans cette phase de transition que je décrivais au début. Tu passes d'un monde où l'argent est gratuit à un monde où l'argent devient payant. Bah, ça change tout. Bah, tu l'as vécu dans la tech. Hein. Aujourd'hui, tu as quand même une moitié de start-up qui se dit comment je vais faire pour me financer. Bon, ce n'était pas le cas il y a encore un an et demi. Donc, on est dans ce changement d'ambiance et toutes les bulles sont en train d'exploser les unes après les autres. On a eu la bulle des cryptos qui a explosé. On a eu la bulle de j'appelle ça la dope tech, c'est-à-dire des techs qui sont des daubes, en fait. On dit que c'est de la tech, mais en fait, c'est de la merde. Et elles ont explosé. C'est des boîtes qui ont perdu 80% de leur valeur, voire qui sont allées au tapis. Tu as la bulle de l'immobilier commercial qui est en train d'exploser. Les foncières, donc les boîtes commerciales cotées en bourse, ont perdu quand même, on ne le dit pas assez, entre 40 et 70%. Et donc, les bulles, les unes après les autres, sont en train d'exploser parce qu'on avait l'argent dit argent magique. Tu enlèves cet argent-là et on te dit, bah ouais, non, mais c'est fini, tu n'as pas le droit d'aller tirer de l'argent au DAB tous les jours sans que ça touche ton compte. Maintenant, quand tu vas aller tirer de l'argent, bah, ça va être débité sur ton compte. Jusqu'à présent, tu pourrais tirer de l'argent sur un DAB sans que ce soit débité sur ton compte. Bah, maintenant, la fête est finie. Mais du coup, comment on se positionne? On fait quoi? On arrête? On attend? On continue d'investir? Alors, c'est vachement intéressant parce que, si tu veux, dans le monde de l'investissement, là, c'est une révolution pour une raison qui est très simple. C'est que pendant 10 ans, il y a une. Tu sais qu'avant, enfin, tu sais évidemment, l'investissement classique, le portefeuille classique aux États-Unis depuis les années 20, c'est je mets 60% de mon argent en actions, 40% en obligations. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas ce que c'est, les obligations, c'est des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprise. Donc 60%, bah, c'est la partie un peu risquée, c'est de la bourse. 40%, c'est la partie pépère, c'est-à-dire je touche du 4%, du 5%. Bon, je ne vais pas gagner plus que ça, mais au moins, ça me garantit une partie de mon revenu. C'était comme ça. Le problème, c'est que si tu veux, à partir du moment où les taux sont à zéro, le 40% a disparu. Et est venu ce que tu connais, c'est There is no alternative, TINA, c'est-à-dire que, bah oui, si tu as des taux d'intérêt à 0%, bah, ton 40% disparaît, donc j'ai 100% actions. C'était ça, en fait. Il n'y avait pas d'alternative. Oui, il y avait l'immobilier, mais il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, ce qui est vachement intéressant, alors pour nous, c'est vrai que, bon, là je parle comme un vieux con que je suis, mais pour nous, on a vu l'histoire 100 fois, mais les gens qui sont rentrés dans ces métiers-là depuis moins de 10 ans, ils ne connaissent pas la poche de placement obligataire ou monétaire. C'est-à-dire que le monétaire apportait zéro et puis l'obligataire apportait zéro. Là, ce qui est génial, c'est que cette poche de placement, je réponds à ta question, hein, de dire qu'est-ce qu'il faut faire, bah déjà, je veux dire, oui, ok, l'inflation est à 6% et le livret A rapporte que 3% et l'emprunt de je ne sais pas quel constructeur automobile rapporte 5%, mais 3%, 4%, 5%, 6%, c'est déjà énorme par rapport à zéro. Donc, c'est recréer une classe d'actifs, une classe d'investissement
qui est cette partie qui faisait 40% des investissements aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà investir dans cette classe d'actifs. C'est-à-dire qu'il y a une poche qui doit être aujourd'hui destinée à ce type d'investissement. Et comment tu investis en obligations? Alors, il y a plein de façons d'investir. La façon la plus simple, c'est de créer ce qu'on appelle des fonds à échéance obligataire. C'est disponible partout. Toutes les sociétés de gestion en ont ouvert. En fait, c'est quoi un fonds à échéance obligataire? C'est un fonds qui se crée, qui te donne une échéance, c'est-à-dire que tu vas être remboursé à l'échéance, comme un emprunt, tu vois. Donc, il y a des millésimes 2027, 2028, et à l'intérieur, ils mettent 70, 80, 200 lignes différentes d'emprunt. D'accord? Et donc, des emprunts à 4,5%, 5% en fonction de la maturité. Et c'est tout simple. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec ton pécule plus 4 ou 5% par an en fonction de l'échéance que tu as choisi, voire 6% si tu as choisi des échéances plus lointaines. Et là, tu vas te retrouver avec quelque chose de formidable parce que ça t'aura permis d'avoir quasiment une garantie en capital qui n'est pas donnée, mais qui est de fait, et 5 à 6% de taux d'intérêt. Et puis, moi, j'ai dit à tous les gens autour de moi, déjà, bourrez votre livret A. Je sais que c'est pas sexy et que ça fait plouc, mais c'est pas grave. 3%. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'énerve vraiment, et ça, je pense que Finaris, ça doit être un moyen de lutter contre ça, parce que toi, tu as le signal, c'est l'argent qui dort à zéro sur les comptes bancaires. Ça me rend dingue. Il y a 525 milliards d'euros 525 milliards d'euros en France. C'est un des premiers placements en France. Un des premiers placements en France, c'est l'argent qui dort sur des comptes courants à 0%. Ça rend dingue. C'est-à-dire que les gens viennent te dire, alors même si tu as... Alors on me dit, ah ben ouais, j'ai 3000 balles. Mais non, mais on s'en fout. Tes 3000 balles ou 3 millions, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas les pleurer en disant, ah ben le pass Navigo est à monter de je ne sais pas combien, et derrière laisser 5000 balles, 4000 balles dormir sur ton compte. Alors tu peux les prendre, ça demande 10 secondes, les mettre au moins sur un livret A et au moins que ça te rapporte 3%. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, je pense que le combat qu'on doit mener, toi et moi, c'est de dire aux gens, au moins faites un effort par pitié, ne laissez pas cet argent. Alors je te rappelle que cet argent, pour te rassurer sur les banques, ceux qui gagnent de l'argent, ils ont raison, hein. Nous, on laisse ce papier à zéro, eux, ils le replacent à 3%. D'accord? Donc, c'est 15 milliards de bénéfices. On ne les a pas dans notre poche, ils vont dans les banques. Et elles ont raison, elles ne font rien de mal, hein, puisqu'on laisse dormir notre argent sur nos comptes. C'est incroyable. Et donc, si je résume, livret A, c'est la base. Si on va aller plus loin, fonds obligataires qui vont diversifier le risque. Écoute, moi, je suis un homme d'asset allocation. Je suis un homme d'allocation d'actifs. C'est ton boulot, toi aussi, puisque toi, tu donnes une vision à 360 degrés de tous les actifs. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de... Les gens qui me disent, ah, est-ce que c'est le moment de rentrer à la bourse? L'autre qui me dit, ah, est-ce que... Je leur dis, si tu me poses la question, c'est que déjà, ton allocation, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois avoir une allocation qui est fonction de ton âge, fonction de tes revenus, fonction de l'objectif que tu as, à quoi va servir cette épargne, d'accord, et fonction de ton aversion au risque. Il y a des gens qui vont dire, ah ouais, moi je veux du 10%, mais tu leur dis 10%, tu peux perdre 25%. Bon, le type, il fait une crise cardiaque, donc tu sais que ce n'est pas pour lui. Donc lui, il faut qu'il fasse du 3 à 4%. Donc si tu veux, une fois que tu as tous ces paramètres-là, le paramètre marché, il ne doit même pas exister. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ton profil, et moi, c'est ce que j'aime le plus développer, c'est ce profiling, c'est-à-dire de dire, tu me parles, on se parle, tu m'expliques ton patrimoine, tu me donnes l'accès au compte Finari, je vais voir ce que tu as dessus, et à partir de là, je te fais une allocation. Et cette allocation, que la bourse baisse de 10% ou remonte de 20%, elle va peut-être varier, mais de façon marginale. La clé, en fait, le message qu'il faut passer, c'est que le meilleur moyen de gérer son argent, c'est en diversifiant ses placements en différentes classes d'actifs. Et comment tu détermines les pourcentages d'allocation en classe d'actifs en fonction de ton profil, en fonction de ton âge, en fonction de tes objectifs. Dans les classes d'actifs, il y a quoi? Il y a de l'immobilier physique ou du papier. Il y a du côté, il y a du non-côté. D'accord? Ça peut être des startups, ça peut être de l'investissement, ça peut être du capital investissement, ça peut être des fonds de private equity.
Il y a, si tu veux, des cryptos. Moi, j'en ai pas, mais il peut y avoir des gens qui ont envie d'avoir des cryptos. Il y a de l'obligataire, il y a du livret A. Donc, c'est pas le livret A, le truc miracle, ou les fonds à échéance, ou la bourse, où il faut rentrer maintenant parce qu'elle est au plus bas, parce qu'on n'arrive jamais à savoir quand elle est au plus bas ou au plus haut. C'est toi, tu donnes, si tu veux, toi, tu donnes cette vision. Et en fait, à partir de cette vision-là, il faut bouger les curseurs en fonction de son profil. Et si tu as une bonne allocation, en fait, OK, le CAC fait plus 10, il fait moins 10, ça c'est l'histoire du CAC, mais ça ne change rien dans ta gestion à long terme. Donc si moi j'ai 35 ans et j'ai envie de prendre du risque, j'ai la vie devant moi, c'est quoi l'allocation que tu me recommanderais? Bah, après, je veux dire, c'est pas suffisant pour déterminer une allocation. C'est-à-dire que j'aurais besoin d'en savoir un peu plus. J'aurais besoin de savoir d'abord quel est. Alors, tu es prêt à prendre plein de risques entre ce que tu dis et la réalité. Moi, tous les gens me disent je suis prêt à prendre plein de risques. Et puis, quand tu leur mets le truc sur papier, quand tu les vois surtout paniquer quand il y a une crise comme il y a pu avoir depuis 2 jours, tu t'aperçois qu'ils ont dit une chose et qu'ils pensaient le contraire. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que tu as une résidence principale? Est-ce que tu vas en acheter une? Est-ce que tu vas en acheter une à un moment donné? Tu vois, tout ça, ça doit rentrer en compte parce que je ne vais pas te mettre sur un investissement risqué à long terme. Si tu me dis, bah moi, si franchement, dans 5-6 ans, je peux acheter un appartement, ça serait quand même sympa. Bah non, bah dans ce cas-là, ça ne va pas parce que un investissement, même risqué, la vision, c'est 10-15 ans. Tu vois, on dit que la bourse, c'est 10 ans, mais moi, je dis que c'est beaucoup plus que ça. Donc, ça veut dire que les informations que tu m'as données, je ne cherche pas à éviter le sujet et pas donner de recommandations. C'est que j'ai besoin d'un peu plus que j'ai 35 ans et je peux prendre du risque. Il faut savoir ta sensibilité au risque et savoir aussi ce dont tu as besoin et quand tu en auras besoin. C'est intéressant. Et du coup, tu parlais de l'immobilier. Les taux remontent. Il y a quelques années, enfin il y a quelques années, il y a peut-être un an, on pouvait emprunter, je sais pas, à 0,8 sur Ouais. 25 ans. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 3,5. Ouais. Quand tu peux emprunter. Quand tu peux emprunter, est-ce que ça vaut encore le coup d'emprunter et d'investir dans l'immobilier aujourd'hui? Mais là aussi, je ne peux pas te répondre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà. Est-ce qu'on parle de la résidence principale? Sur investisseur pour du locatif. Alors, parce que si on parle de la résidence principale, on est hors champ de raisonnement rationnel. On est dans un C'est de raisonnement l'émotionnel. émotionnel, irrationnel, et on ne peut pas lutter contre l'irrationnel et l'émotionnel. C'est-à-dire que si j'ai beau te dire, bah non, c'est mieux, comme on voit partout, il vaut mieux louer qu'acheter, oui, mais non. En fait, tu as beau expliquer et faire le tableur, d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que personne ne sait ce que va devenir la situation. Si le prix de l'immobilier double, bah, le mec qui t'a dit qu'il valait mieux louer qu'acheter, il t'a dit une connerie. Si les taux d'intérêt, toi tu peux emprunter à 1% et tu aurais pu acheter, et que les taux ils valent 4%, bah, tu aurais dû acheter et emprunter à 1%. Donc, je veux dire, tu as cet immobilier, je le mets à part, d'accord. Et moi, j'ai tendance à dire que si tu as envie d'acheter et que tu as les moyens d'acheter, il faut acheter ta résidence principale parce que voilà, ça fait partie de. D'abord, c'est ton capital retraite. Moi, je pense que c'est la première épargne retraite. Voilà. Donc, quand les gens me disent les Français, les gens qui militent pour la retraite par capitalisation, je leur dis mais les Français, ils ont déjà la retraite par capitalisation. Ils ont l'assurance vie, ils ont le PER maintenant et ils ont leur immobilier. C'est ça leur retraite par capitalisation. Donc ça, c'est une chose. Pour te répondre sur l'immobilier locatif, nous, on n'est pas chaud sur l'immobilier locatif. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je considère que tu as un truc qui s'appelle la pierre papier qui fonctionne très bien en France. Qui permet de mutualiser. Je veux dire, tu n'as pas envie de t'emmerder avec le studio où le gars paye plus son loyer, où il a dégradé le truc. Soit tu fais ça de façon professionnelle, ça n'a rien à voir. Mais si toi, tu es avec tes deux petits biens en train d'essayer, c'est pas méprisant, hein, en train de t'emmerder à répondre au téléphone parce qu'il y a une fuite, le gars t'emmerde parce qu'il y a un problème, je veux dire, il y a aujourd'hui des produits qui sont des produits diversifiés, qui sont des produits mutualisés, des SCPI, des SCI. Il faut foncer là-dessus. Enfin, c'est fait pour. En plus, tu peux choisir, tu peux dire je peux faire de l'établissement médical, je peux faire de la logistique, je peux faire du résidentiel. C'est vraiment à la carte. Bon, tu choisis ça, tu as au moins un risque qui est diversifié et tu as du rendement. Et tu mettrais du levier là-dedans, dans la Non. SCPI? Moi, je suis. Alors, tu peux en mettre, hein, ça dépend aussi, ça dépend de ta configuration. C'est-à-dire que si tu as la capacité d'emprunt et si tu as le bon taux d'intérêt pour emprunter, oui, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas contre le levier à partir du moment où il est raisonnable. C'est-à-dire que le levier, il faut que tu puisses à un moment te dire quand tu as du levier,
est-ce que j'aurais la capacité, si la dette disparaissait ou n'était plus tenable, à avoir cet actif à 100%? Est-ce que je pourrais le financer? Est-ce que je pourrais le tenir? Si la réponse est non, en cas de coup dur, c'est vraiment très dur. Parce que si tu as du levier et que tu as les prix qui se cassent la figure, bah, c'est très brutal quand même, hein. Ouais, faut faire attention. Ok. Faut faire très attention. Le levier, pourquoi pas, mais un levier. Alors, du levier, de toute façon, on en a, hein. Quand on achète la résidence principale, c'est du levier, hein. Quand tu fais de l'immobilier locatif, c'est rare que tu fasses de l'immobilier locatif sans levier. Avec l'idée que tu rembourses les emprunts par les loyers. Bah, quand tu fais de la pierre-papier, tu peux aussi faire du levier. Il y a ce qu'on appelle les SCPI à crédit. Sur l'immobilier, le problème qu'il y a aujourd'hui, d'abord, c'est le taux d'usure qui a été dramatique. Une erreur fondamentale de la Banque de France de vision. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est juste incroyable. Et qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement élevés, mais si tu les compares à l'inflation, c'est pas dramatique. Ok, donc faut pas forcément s'arrêter. Ah non, non, il ne faut pas s'arrêter. Si tu as la capacité d'emprunt, tu peux emprunter. Alors, les chiffres ne sont pas très bons en ce moment. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec la hausse, la baisse de l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt, aujourd'hui, on est quand même dans des situations qui peuvent être tendues. C'est-à-dire que tu n'as peut-être plus la capacité d'emprunter, puisqu'il y a la règle du tiers à peu près de ton revenu disponible. Ouais. On va prendre les questions du public. J'aurai besoin de les voir. Alors, on va prendre les questions dans l'ordre. Donc, comme d'habitude, les auditeurs posent des questions, ils peuvent voter. Il n'y a pas de filtre. Donc, Marc, Moi, il va falloir répondre à tout. Je suis sans filtre. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc, Léo, je prends la première question. Léo veut savoir. Oh, intéressant. On commence tout de suite dans le dur. Quelle est l'allocation patrimoniale de Marc? L'IMO de jouissance, IMO de rapport, action, obligation, matière première. Bref. Est-ce que tu es prêt à nous ouvrir un pan bien sûr. Alors, c'est marrant parce que c'est très bien ce qu'il dit. C'est IMO de jouissance. J'ai 63 valets, donc je veux dire. Tu les fais pas. Bon, merci, mais je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Donc, si tu veux, j'ai beaucoup d'immobilier de jouissance. Donc, ce n'est pas de l'investissement, c'est vraiment de l'immobilier de jouissance. Ça, c'est mon premier poste. Ensuite, j'ai une allocation qui est une allocation, on va dire, pour la partie patrimoniale. J'ai une allocation qui est vraiment celle que je t'ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai une part. Aujourd'hui, vraiment, j'ai des fonds à échéance obligataire. D'accord, j'en ai souscrit 3 différents. Parce que je pense que les taux d'intérêt sont à des niveaux intéressants et que je veux les capter. J'ai une petite partie de portefeuille qui est en action. À travers l'assurance vie, je fais tout à travers l'assurance vie, hein, d'accord. Parce que évidemment, notamment pour la transmission, c'est pas toi qui vais dire ça, c'est quand même phénoménal. Donc assurance vie et PER. J'ai une partie en direct sur des sociétés dans lesquelles j'ai investi à titre personnel, donc c'est du private equity mais direct. J'ai des fonds de private equity aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est-à-dire, ce que je dis, je le fais, quoi. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je me suis fixé une règle dans Meilleur Taux Placement, c'est que quasiment tous les produits dont je parle dans ma newsletter, c'est des produits dans lesquels j'ai investi. C'est-à-dire que je veux pouvoir avoir un gars qui me dit « Ah, mais c'est de la merde ce que vous m'avez filé », et lui dire « Ouais, c'est de la merde, mais moi je l'ai pris, donc c'est que je ne pensais pas que c'était de la merde, c'est pour ça que je vous en ai parlé. » D'accord. Je ne veux pas me retrouver avec quelqu'un dans la rue qui me dit « Ah, vous m'avez parlé de ça dans la newsletter » et lui dire « Ah, bah ouais, bah, tant pis pour toi, quoi. » Bah non, pas tant pis pour toi. C'est-à-dire, on est embarqué, on a un alignement d'intérêt, c'est quand même plus agréable. Donc, tu goûtes le plat. Ouais, je goûte le plat que je sers. Alors, parfois, ça peut tourner. Parfois, on te le rend en cuisine, mais t'apprends. Voilà. Question de Nicolas. Quel est ton avis sur une stratégie 100% ETF MSCI World versus faire du stock picking? C'est dur, ça, comme question. C'est dur parce que je vais me faire des ennemis, mais. C'est sûr. Mais. Alors, je vais répondre, et si tu peux me permettre, je vais contourner et répondre à la question. Là aussi, j'aime bien répondre par nos propres expériences. On lance un nouveau programme de gestion piloté chez Meilleur Taux Placement, dont je vais m'occuper avec le comité d'investissement. Toute la partie action et toute la partie obligataire sera en ETF. Voilà. Et dans la partie action, une énorme poche de la partie action sera un ETF MSCI. C'est-à-dire que pour répondre à la question très directement, ce qu'on peut trouver en ETF, je préfère le faire en ETF. Je pense que la seule poche sur laquelle il y a de l'alpha, c'est-à-dire de la création de valeur par la gestion active, c'est les small caps.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bons ETF de small cap et de micro cap. Donc ça, je pense que les gérants actifs, ils apportent vraiment de la valeur. Mais je pense que le gars qui me dit qu'il peut avoir une valeur ajoutée à acheter du LVMH, de l'Apple, du Tesla ou du Hermès, ben, j'y crois pas. Je préfère avoir un indice Eurostock ou un MSCI World. Très clair. Alors, MSCI World, je dis juste une chose, c'est très, très pondéré US. Hein, c'est 63 pondéré US. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on repondère un peu l'Europe et on repondère les pays par des ETF Eurostock et on le repondère aussi pays émergents. Et pourquoi tu penses qu'il faut repondérer l'Europe? Parce que je trouve que 63% États-Unis, même si ça représente la capitalisation américaine par rapport au reste, ça m'expose énormément aux États-Unis et donc énormément à la tech. Parce qu'une grosse partie des valeurs tech, donc si tu étais MSCI au moment où il y a eu la chute de la tech, c'était un peu emmerdant. Donc j'essaye de repondérer, j'ai repondéré ça un tout petit peu. Après, il y a certains moments où tu peux enlever ta surpondération en Europe et rester en MSCI. Mais c'est en tout cas, la réponse, c'est si tu construis ta stratégie à partir d'ETF, c'est une bonne idée. Et si tu construis ta stratégie d'ETF à partir de ETF MSCI World, c'est une bonne idée. Nickel. Question de Sébastien Bencharki, que je salue, à qui j'ai fait mes études. Non, tu as fait des études. J'ai fait des études, on ne dirait pas. J'ai pas appris grand-chose sur la finance personnelle, d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Tu vois, tu aurais pu être, si tu avais été mon prof, mon meilleur prof d'ailleurs, que je salue aussi, c'était un prof de micro et de macroéconomie, un sujet qui tient à cœur. Ouais, absolument. Mais c'était quand même très abstrait. Et donc, on calculait plein de choses, mais je me disais, ouais, on n'appliquera jamais ça dans le monde réel. Bon, c'est le seul cours intellectuellement stimulant pendant 5 ans. Sébastien, Marc parle souvent des dope tech dans sa newsletter comme un pied de nez à l'écosystème et sa frénésie. Voilà, c'est très provocateur. J'aimerais qu'il... Attends, non, j'adorerais l'entendre pitcher pourquoi il pense que Finari n'est pas une dope tech. Bah parce que je pense que tu réponds à un besoin. C'est-à-dire que moi, je suis utilisateur et je pense que tu réponds à un besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Et je vais te dire, c'est pas du tout pour être focus, je pense que tu as un produit qui répond à un besoin et je pense que tu as la possibilité d'avoir un business model. Donc, ton business model est une source de revenus et la monétisation, moi, je la vois, la monétisation, et toi, tu la vois évidemment. Donc, on la connaît tous les deux. On sait qu'à partir du moment où j'ai la bonne vision de mon portefeuille, bah, derrière l'étape la plus simple, c'est qu'est-ce que je choisis comme produit pour coller à mes besoins. Et mes besoins, je les ai vus et visualisés grâce à toi. Donc, voilà pourquoi je pense que tu n'es pas une dope tech. Merci, c'est gentil. On continue. Timothée. C'est vachement intéressant, les questions sont très différentes aujourd'hui, donc vraiment, tu as inspiré les gens. Est-ce que l'univers crypto ne ressemble pas au début de la finance tel que tu l'as présenté tout à l'heure? À l'émergence des produits dérivés, je pense que c'est ça que tu Oui, oui, alors, j'ai envie de dire, d'abord, j'ai envie de dire que je ne suis pas qualifié pour en parler. Voilà. Donc, je ne veux pas passer pour le vieux con qui dit du mal des cryptos parce que ce n'est pas de sa génération. Donc, en fait, en préalable, je veux dire que je pense que je ne suis pas bien qualifié pour parler, mais on me demande mon avis, donc je vais répondre. Je pense que c'est très différent parce que dans la finance que j'avais découverte, quand je l'ai découverte, on a créé des produits dérivés sous des sous-jacents qui étaient des sous-jacents palpables, réels. On avait des options sur l'or, on avait des options sur le jus d'orange, on avait des options sur les monnaies. Alors tu me diras, les monnaies, c'est palpable. Oui, c'est quand même palpable, c'est centralisé, enfin, il y a des choses. Donc je comprends bien. La blockchain, je commence à plutôt bien comprendre à mon niveau. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'il va y avoir probablement l'émergence de crypto-monnaies. La question ne se pose même pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer à l'e-dollar, e-euro, e-sterling? Ça, c'est sûr. Ma question, c'est que je ne vois pas trop aujourd'hui, mais je me trompe sûrement, ce qu'apportent aujourd'hui les cryptos par rapport à ce qu'on a déjà de disponible. Je comprends bien la finance décentralisée, je comprends bien tout ça. Je ne suis pas sûr de comprendre leur utilité. Comme je ne comprends pas, je ne les utilise pas. Je critique. Alors, je les critique parce que je trouve qu'on laisse trop de gens qui ne comprennent pas jouer avec et dont perdent énormément d'argent. On a fait 60 000, alors tu me diras, on vient de 1000 dollars, mais on a fait quand même 60 000 à 20 000 en ligne directe sur le Bitcoin. Bon, ça me fait de la peine de voir que des gens se sont fait rincer, quoi.
Ouais. Voilà, parce qu'on leur a dit c'est facile, faut y aller, c'est le produit d'avenir. Peut-être que c'est le produit d'avenir, mais comme dans tous les produits d'avenir, il y aura des phases qui sont des phases de destruction créatrice. Mais dans destruction créatrice, il y a destruction. Ok. Un petit peu de Schumpeter dans le texte. Alors, Tu vois, tu as appris des choses. ouais, j'ai appris quelque chose. C'était les basiques, ça. C'était vraiment la première heure Ouais, aussi, je mais c'est pense. déjà bien. Jo veut savoir. Alors, je peux y répondre. Est-ce que tu es impliqué dans Finari? Non, tu n'es pas Non, non, impliqué pas dans du tout. Finari, Non, non, pas du tout. mais on échange régulièrement. J'aurais bien aimé, mais il n'a pas voulu que je rentre dans le capital. C'est pas vrai. Et puis c'était trop cher pour moi. Il voulait que des investisseurs étrangers de bon niveau, pas un Français de base. Alors, est-ce qu'on peut remonter pour avoir d'autres questions? Parce que je pense qu'il y en avait, ou peut-être qu'on les a déjà vues. Alors, Eric veut savoir, tu fais beaucoup rire les gens. Tu as une carrière de stand-upper, je pense, qui t'attend. Eric veut savoir, le PER, tu en as parlé, est-ce que tu le conseilles? À partir de quel âge tu le conseilles? 50, 55, 60 ans? Et il s'excuse auprès des jeunes que ça va probablement pas concerner. Donc, en gros, le PER, à partir de quel âge il faut s'y intéresser? Alors justement, il ne devrait pas s'excuser. C'est-à-dire que, en fait, ce que je pense, c'est que dans la vie on va dire, de quelqu'un qui a les moyens, et je m'excuse pour ceux qui n'ont pas les moyens, ok, je veux dire, on parle de placement. Bon, évidemment, quand on parle de placement, c'est souvent un peu exclusif. Euh, je pense que dans la vie patrimoniale, il y a d'abord une première phase qui est est-ce que je vais acheter ma résidence principale ou pas? D'accord. Si la réponse est je vais acheter ma résidence principale, ça te bouffe 15 ans à peu près de patrimoine. D'accord. Tu peux jouer autour, mais le gros, c'est de l'argent que tu vas mettre pour rembourser ton crédit sur le patrimoine. Donc, ma réponse, c'est ni 50, ni 55, ni 45, c'est quand, soit si on n'a pas de problématique d'acquisition, si on ne veut pas faire une acquisition, ou si on ne peut pas faire son acquisition patrimoniale, je dirais qu'il faut commencer avec un PER. C'est un produit génial. C'est un produit juste. En France, on a des exceptions culturelles. Le livret A, c'est une exception culturelle. Le fonds en euros, c'est une exception culturelle. Le contrat d'assurance vie, c'est une exception culturelle. Le PER, c'est une exception culturelle. Il faut en profiter à mort, c'est-à-dire que c'est presque une aberration. Donc, autant en profiter. Donc, le PER, j'ai envie de dire, pour les gens qui se sont dit, je vais faire l'acquisition de ma résidence principale, bah, c'est quand ils ont remboursé une partie de leur crédit sur l'acquisition principale, s'ils commencent à générer à nouveau du placement et de l'épargne PER, d'accord. Et les autres, il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire 35, 40 ans, mais ce n'est pas 50, 55, hein, c'est 40, 45. Ok, très clair. Alors, encore une question de Léo. Question très longue, j'essaie de synthétiser. L'assurance vie, est-ce que c'est pas un cadeau de l'État aux assureurs au détriment des épargnants? Il y a des frais d'enveloppe qui sont souvent relativement importants, contrairement au PEA en ligne typiquement. Euh, les fonds investis n'appartiennent plus à l'épargnant, mais à l'assureur. Est-ce que c'est pas un monopole qu'on a C'est créé? un énorme cadeau fait aux investisseurs. Enfin, j'en ai, hein, donc voilà, j'en ai, et je passe tout, je l'ai dit tout à l'heure sans connaître la question, je passe tout par l'assurance vie. C'est un énorme cadeau. Alors peut-être que c'est un cadeau au passage aux assureurs. Certainement. Euh, oui, alors les assureurs, ils garantissent quand même le fonds en euros. Je veux dire, quand les taux étaient négatifs, parce qu'il ne faut pas voir, moi je suis le premier à critiquer les banques et les assureurs, mais quand les taux étaient négatifs et que sur ton fonds en euros, tu avais encore 1,8% ou 1,5% garanti en capital, bah, c'est quand même un truc totalement aberrant en termes de théorie financière. Si le taux sans risque est négatif ou à zéro et que toi, tu as le droit à un taux sans risque de 1,8%, donc, il y a quand même un prix à payer de temps en temps. Ça a fait mal, hein, aux assureurs. D'ailleurs, à cette époque-là, je ne sais pas si tu te rappelles, ils ne voulaient plus faire du fonds en euros. Ils voulaient à tout prix que tu fasses des unités de compte. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit un cadeau. Je pense, je viens de le dire juste avant, que c'est une exception française fantastique. C'est une enveloppe absolument incroyable. Après, vous avez le choix entre vous faire avoir et ne pas vous faire avoir. Mais moi, si les 90% des gens continuent à se faire avoir en achetant des contrats d'assurance vie avec des frais d'entrée, bah, c'est de leur faute, quoi. Je veux dire, il y a aujourd'hui le même produit, c'est pas un produit chinois qui nous arrive par AliExpress. C'est le même produit, le même assureur. Au lieu de le payer avec 3% de droit d'entrée, vous l'avez à zéro. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, je deviens dingue. Je dis aux gens, mais je ne comprends pas. Ah non, mais tu sais, ma banque. Ah non, mais je ne sais pas, en fait, je m'en fous.
Il y a un syndrome de Stockholm, en fait, des fois. Mais non, mais tu sais, en matière de placement, c'est absolument incroyable parce que les gens sont mous, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, déjà, ça les emmerde. Alors, ils vont passer des heures à chercher le meilleur abonnement de téléphone pour gagner 3 balles. Et puis, ils sont en train de perdre 400 balles par mois. Parce que je parle de ça. Hein. Ce pas des millionnaires. Hein. Je parle des gens qui ont des moyens relativement limités, qui peuvent perdre entre 50 balles et 300 balles par mois facilement. Mais 50 balles, 300 balles par mois, c'est beaucoup d'argent. Surtout sur 30, 40, 50 bah, ans. Évidemment. Mais évidemment. Mais merde, prenez 5 minutes pour jeter un coup d'œil et faire vos comptes, quoi. C'est pas la peine de faire tout le tour pour aller acheter 1 kilo de bananes moins cher chez Lidl et puis derrière te faire enfiler dans ta banque. C'est un truc de dingue, quoi. C'est pas évident de faire un live avec Marc parce que tu balances des punchlines sans discontinuer. Mais en tout cas, tu as complètement raison. D'ailleurs, on a un scanner des frais chez Finari et j'avoue qu'on tape un peu sur les gérants actifs parce que, comme tu l'as dit, générer de l'alpha sur des indices large cap, franchement, c'est juste lunaire. 33% en passage, c'est criminel. 2% par an sur 30 ans, pour rappel, c'est 40% de la performance qui part en fumée. Donc c'est 40% qui paiera la résidence secondaire du gérant et qui n'ira pas dans notre poche. Ouais. Après, le gérant, il fait son job. Hein, le gérant, il fait son job. Il fait son job. Au client de faire son job voilà, aussi. c'est-à-dire, tu vois, lui, il a des frais. Non, mais je veux dire, je ne suis pas en train de les défendre. Mais je veux dire, c'est leur job. Ils font des efforts. Bien sûr. Ils essayent de battre l'indice. C'est impossible de battre l'indice. Voilà. Tu le bats 2 ans, et puis ensuite tu le perds. Et puis il y a un Warren Buffett dans le monde. Il y en a peut-être 10. Il n'y en a pas 1000, c'est sûr, ça se saurait. Donc, voilà. Mais c'est comme tout à l'heure, ce que je disais sur l'assurance vie, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à comprendre, mais vraiment, ça, c'est mon principal problème depuis 20 ans ou 25 ans. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Quel est le blocage qu'ils ont à partir du moment où on leur parle d'argent? C'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que tu vois qu'on a un rapport à l'argent en France qui est quand même très, très compliqué. Mais on a un rapport à l'argent qu'on gagne qui est très compliqué. Mais on a aussi un rapport à l'argent qu'on a qui est très compliqué. C'est-à-dire que tu mets la moitié, les 3 quarts des gens, tu leur mets ton tableau Finari où ils voient tous leurs actifs, et ils partent en courant, quoi. Ça leur fait peur, ça les emmerde, ils n'ont pas envie d'en parler, ils sont gênés vis-à-vis d'eux-mêmes. Ah, tu te dis, mais quel est le problème, quoi. Et nous, voilà, je te reprends cet exemple, excuse-moi, mais c'est un peu obsédant chez moi. Je trouve ça insupportable, cette idée, par exemple, que l'argent dort à 0% de tes comptes. Alors, c'est normal que tu aies un peu d'argent dans ton compte chèque pour ne pas être en découvert, parce que le découvert te coûte une fortune. Mais toi, tu te rends bien compte quand tu fais les soldes de tes clients, enfin des personnes qui sont sur ton modèle, bah, ils s'aperçoivent très bien. Tu vois bien qu'il y a des soldes qui sont des soldes qui vont durer 1 an, 2 ans. C'est-à-dire c'est de l'argent qu'ils ne vont pas utiliser. Pourquoi le laisser à 0%? C'est quand même fou, quoi. C'est fou. D'ailleurs, on les détecte et on les affiche déjà à certains endroits. On va les mettre en avant. Et évidemment. Et on pourra regarder. Je n'ai pas la stat, mais je sais qu'il y a des centaines de millions d'euros qui dorment sur Finari, via Finari, sur des comptes bancaires. 520 milliards au niveau, au niveau français. T'imagines ce que c'est, 520 milliards? C'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui. C'est même plus que ce qu'il y a sur l'ensemble des livrets A. Il y a plus d'argent qui dort sur les comptes courants que sur les livrets A. C'est quand même fou. C'est fou. Fou. C'est 15 milliards à peu près. On a calculé, c'était entre 15 et 20 milliards, alors qu'ils ne s'évaporaient pas. Hein. C'est-à-dire ils sont perdus de la poche de l'épargnant et ils vont dans la poche de la banque. Et l'actionnaire. Et je rappelle d'ailleurs, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, je rappelle quand même, pour ceux qui paniquent un peu sur les banques, que les résultats des banques l'année dernière ont été des résultats historiques. Hein. 10 milliards de bénéfices pour BNP. Donc le contexte est ultra favorable pour les banques. Hein. Il n'est pas mauvais. Plus quand les taux augmentent, les banques... Oui, voilà, pour la raison que je viens de t'expliquer. Toi, ton argent, il est à 0 et il le replace à 3%. Et c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Alors, on va essayer de prendre des questions de gens qui ne sont peut-être pas encore intervenus. Ah oui, Merwan. Ah, intéressant. Encore une autre question. Qu'est-ce que tu recommanderais à un étudiant qui a envie qui veut dès maintenant, qui veut évoluer dans la finance, en gros, qui cherche à travailler dans la finance? Donc, on n'est pas dans le placement, là, on est plutôt dans un conseil de carrière. Est-ce que tu as un conseil de carrière pour Merwan? Ah ouais, ça, c'est une question super difficile. Ça dépend de sa formation. S'il a une formation évidemment scientifique, je pense que. En fait, oui, non, c'est compliqué, c'est simple à la fois. S'il a une formation un peu scientifique,
Bon, c'est sûr qu'il y a encore plein de trucs à faire dans le trading. Trading algorithmique, il y a quand même des trucs passionnants qui sont en train de se passer. Bon, tu es bien placé pour le savoir, tu connais ce monde-là, qui tourne autour du monde de la tech. Donc ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. S'il a une fibre commerciale, je pense que conseiller en gestion de patrimoine, il y a encore vachement de boulot, quoi. Il y a plein de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie de la clientèle qui n'intéresse plus les banques. C'est un peu ce ventre mou, c'est-à-dire entre le mass market, bon, dont tu n'as pas à t'occuper. Donc ça, c'est à la limite, tu le gardes. Et puis le high net worth qui va en gestion privée et qui va dans les banques de gestion privée et les gros CGP qui ressemblent à des banques privées. Bah, au milieu, il y a une sorte de ce que les Américains appellent le mass affluent, qui est notre cœur de cible chez Meilleur Taux Placement. Et là, tout ça, c'est adressé, ça doit être adressé par des conseillers en gestion de patrimoine avec les outils comme les tiens. Mais je pense qu'en fait, la clé, parce que on revient à ce que je disais au début, la distribution financière, c'est de la distribution. Et aujourd'hui, le modèle de la distribution, c'est l'omnicanalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être 100% digital, c'est ce que je pense, on n'est peut-être pas d'accord, hein. Tu ne peux pas être 100% physique, tu dois être omnicanal. Quand tu vas chez Fnac Darty, bah, tu regardes sur le site, tu as envie de parler à quelqu'un, ou alors tu parles à quelqu'un, tu vas acheter sur le site. Il faut laisser la possibilité. Je conseille, il y a une boîte qui s'appelle SES Imagota qui est cotée en bourse. Le patron est un visionnaire absolu et ils font des étiquettes pour la grande distribution, des étiquettes intelligentes. Et en fait, il a une phrase que j'aime beaucoup parce que c'est un peu lui qui m'a donné la vision, qui m'a permis de créer mon financier avec mon associé. Il a dit le commerce physique est l'avenir de l'e-commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, tout est. Et je trouve que cette phrase est très forte parce que tu as tendance à dire bah, l'e-commerce est l'avenir de. Non, il te dit le commerce physique est l'avenir de l'e-commerce, c'est-à-dire qu'il y a une imbrication obligatoire. Les gens ne sont pas compartimentés. Alors peut-être qu'ils seront 80% digital, peut-être. Mais ils ont besoin d'avoir 20% de contact physique. Peut-être à un moment donné, il faut être capable de leur donner. Ça ne peut pas être un chatbot. Même avec ChatGPT, ça peut pas être ça. Donc je pense que c'est important. Donc, pour revenir à la question, une réponse très longue pour une question très courte, je pense que s'il a une fibre commerciale, je lui conseillerais d'être conseiller en gestion patrimoine. S'il a une fibre scientifique, je lui conseillerais d'aller dans une banque et de faire du trading. De peut-être vivre un lancer de nain ou les grands. Ah, c'est fini. C'est fini ça. Bon. Mais même à l'époque, il n'y avait pas, hein, je rassure tout le monde. Ça n'a jamais existé. Non. D'ailleurs, tu étais à Paris ou tu étais Bah, à New York? Moi, j'étais toujours basé à Paris avec des équipes internationales. J'avais réussi à négocier dans toutes les boîtes américaines que la direction européenne soit à Paris. Moi, j'étais en charge de la direction européenne. Mais par contre, j'avais des équipes, bon, évidemment en Europe, mais j'avais des équipes aux États-Unis et j'avais aussi des équipes en Asie. Mais j'étais toujours basé à Paris, ce qui était très sympa. Super. Pas fiscalement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On n'en parlera pas. Omaya veut savoir. Alors, encore une question longue, je vais essayer de synthétiser. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. L'investissement à crédit en SCPI, au vu des taux, est-ce que c'est encore intéressant d'emprunter? Et plus particulièrement, à quel niveau de taux ou à partir de quel niveau de taux c'est plus intéressant d'emprunter en SCPI? Je dirais que pour l'instant, compte tenu de l'incertitude sur l'immobilier, je préfère faire ce qu'on conseille, c'est de faire de la SCPI ou de la SCI sans droit d'entrée dans des contrats d'assurance vie. Sans levier. Dans des contrats d'assurance vie, pour l'instant sans levier. Pour l'instant. C'est-à-dire peut-être qu'on se reverra dans 6 mois ou dans un an et mon discours aura changé. Je trouve que le niveau de taux d'intérêt aujourd'hui, par rapport au niveau de rendement, compte tenu de l'ajustement à la fois sur les taux d'intérêt, à la fois sur l'immobilier, n'est pas suffisamment rewarding. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas des taux qui seront redescendus autour de 2 ou 2,5%, ça ne vaut pas le coup. Il y a trop d'incertitudes sur les deux environnements. Par contre, là aussi, tu vois, les SCPI, il y a des SCI, des SC immobilières qui sont sans frais d'entrée. Sans frais d'entrée. Aller sur des sociétés civiles immobilières qui sont sans frais d'entrée. C'est quand même mieux. S'il y a d'un côté des frais d'entrée, de l'autre, il n'y en a pas. Pourquoi passer? C'est comme si tu avais sur l'autoroute un péage, tu as 2 voies qui sont gratuites et que tout le monde passe par le truc où il faut sortir sa carte bleue. Tu te dis, les gens sont fous, quoi. N'allez pas sur l'autoroute. Avec moi, surtout. Prenez la route nationale. Estelle, est-ce que tu aurais des livres à recommander, les basiques en gros qu'il faut lire pour se former à la finance personnelle, à part les tiens évidemment, ou en plus des tiens?
Non, parce que les miens, bon. Non, mais non, attends, si quand même. Attends, moi je fais 2 minutes de pub. Les meilleurs placements pour les nuls. Je me suis emmerdé à faire un bouquin de 800 pages. Donc ça, franchement, il faut le. L'achetez pas, appelez-moi, je vais vous le prêter. Voilà. Venez au bureau, on vous donnera un exemplaire, Marc l'aura signé. Ouais, genre, il y aura même ma photo, c'est énorme. Et quoi d'autre? Non, écoute, je vois que ça. Ça couvre tout. Catherine, pas de SCPI dans ton allocation perso, que de l'IMO en direct. Non, 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 j'ai dit SC, pardon, alors je me suis mal exprimé, je m'excuse. J'ai de la SC, enfin une SCI dans l'assurance vie. Ok, top. On continue. Guillaume, alors, c'est une question pour moi. À quand une newsletter dédiée Bah oui, au monde de la finance et du marché? bah évidemment, alors. Franchement, il y a déjà celle de Marc qui est C'est excellente. sympa. Vraiment, je vous invite à la lire. En plus, c'est marrant, à la fin, il y a une section on s'en fout. Donc voilà, ça couvre un spectre assez large et surtout, c'est beaucoup plus technique que ce que nous, on pourrait produire. D'ailleurs, je me demande combien de temps tu y passes tous les Écoute, j'y jours. passe pas beaucoup de temps, c'est-à-dire parce qu'en fait, c'est ma passion, donc ça m'occupe l'esprit 24 heures sur 24. Donc c'est pas, ça m'occupe pas l'esprit parce que j'ai la newsletter. En fait, la newsletter, au contraire, me sert à évacuer ce que j'ai en tête et C'est qui un tourne en exutoire. boucle. Ah ouais, j'ai besoin de ça. C'est comme les gens qui courent tous les matins. Moi, c'est mon jogging matinal. Si tu veux, si j'ai pas ça, je peux pas commencer ma journée. Voilà. On a de la chance, c'est gratuit. Inscrivez-vous. C'est gratuit, c'est gratuit. on C'est met- vraiment gratuit. Hein. C'est comme l'autoroute. Voilà. Il y a une Voilà. autoroute gratuite. On prend encore un petit peu de questions parce qu'il Allez. y a vraiment des belles questions. Guy veut savoir quel frais de gestion maximum vous paraissent raisonnables de nos jours sur des UC dans un contrat d'assurance vie. Ça dépend, mais aujourd'hui, tu vas être sur des 0,80, je pense, on est autour de ça, ou 1%, pas beaucoup plus, quoi. Mais aujourd'hui, c'est à peu près la norme. En fait, il faut aller, que ce soit chez Meilleur Taux Placement ou n'importe où, chez les concurrents, il faut regarder les standards de l'Internet. D'accord. Donc, il y a nous, il y a plein de concurrents, on est 3-4 à être un peu sur le marché de l'Internet, et tu prends ça comme référence, il ne faut pas que tu payes plus que ça. C'est-à-dire que si tu as accès à ça, et c'est pas des sous-UC, c'est pas un sous-contrat d'assurance vie, c'est pas une sous-compagnie d'assurance vie qui peut faire faillite demain. Non, c'est les mêmes, c'est les Generali, c'est les Suravenir, c'est les Spirica, c'est que des grands noms, c'est les mêmes qui sont offline et online, donc autant passer par de l'online. Top. Thierry veut savoir, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Oui. Tu as dit que tu faisais des produits dérivés dessus à l'époque, enfin, tu priçais des options. L'or, tu n'en as pas dans ton allocation? Si, tu en as. J'en ai. Je l'ai oublié et je m'excuse. J'en ai aussi sous forme, enfin, de fonds dans mes UC, dans mon contrat d'assurance vie. Alors moi, j'ai un truc pour l'or. Je dis toujours la même chose. Je dis c'est un anxiolytique financier. C'est-à-dire quand les gens me disent est-ce que c'est bien d'en avoir, je dis est-ce que d'en avoir ça te permet de dormir? Les mecs me disent oui. Alors je dis tu dois en avoir. Donc en fait, je ne sais pas si c'est utile. J'ai aucune idée, mais je pense que moi, ça me permet de dormir plus tranquille. Et donc, si ça me permet de dormir plus tranquille à mon âge, c'est très important. Donc, j'en mets dans mon portefeuille. Donc, je dis toujours la même chose aux gens. Je dis, est-ce que d'en avoir, ça te rassure et tu dormiras mieux? Les gens me disent généralement oui, alors je dis, il faut en mettre. Logique. Ça a du sens. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de décisions qui ont été quand même très bien réfléchies. C'est très rationnel. Alexis, encore un autre sujet incroyable. Les chiffres de l'inflation donnés par l'INSEE sont-ils fiables? Oui. Peut-être qu'on peut rappeler l'inflation sur laquelle on est en France Ouais, ouais, actuellement. on est au-dessus de 6%. Ils sont fiables. Ils sont fiables. Après, le problème, c'est que les gens gueulent et ils ont raison parce que, par exemple, l'inflation des prix alimentaires, c'est 15%. Donc, tu dis, ben non, on me dit 6%, mais moi, quand je vais faire mon panier, c'est 15%. Et ils ont raison, personne ne ment. C'est que le panier qui sert au calcul de l'inflation, bah, ce n'est pas tout à fait le panier de chacun. C'est-à-dire qu'on est obligé d'intégrer des choses qui sont très différentes. Donc, la réponse, c'est l'inflation qui est donnée par l'INSEE est une inflation moyenne représentative du budget moyen et du panier moyen d'un Français en général, mais qu'évidemment, on a tous nos spécificités et que notre taux d'inflation personnel peut être très différent du taux d'inflation de l'INSEE. Ça ne veut pas dire que le chiffre de l'INSEE est faux. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un taux personnel d'inflation. On pourrait d'ailleurs, mais il se trouve que ça n'existe pas. Pas encore. C'est un sujet intéressant, l'inflation. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à comment la calculer de façon beaucoup plus dynamique parce que c'est vrai que Ouais, ça paraît alors un peu bizarre de devoir attendre un chiffre officiel. non, non, ça paraît pas bizarre parce que oui, tu pourrais la calculer. Alors après, tu sais, par exemple, les chiffres d'inflation. Moi, je pense que l'inflation, pas en période de crise actuelle, hein,
mais en général est surestimée. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'inflation ne tient pas compte de la gratuité. Or, aujourd'hui, et moi je peux te le dire, en 20 ans ou 25 ans, le nombre de choses qui étaient payantes il y a quelque temps, qui sont totalement gratuites et accessibles, c'est absolument phénoménal. À commencer par ma newsletter et à commencer par ce que tu offres. Donc, ça veut dire que ça, comment tu le comptabilises? C'est-à-dire, on va dire qu'un type qui lit ma newsletter, peut-être qu'il achetait, je dis n'importe quoi, les Échos et qu'il n'achète plus. Donc, est-ce que tu le comptabilises? Non, parce que le prix des Échos a continué à monter, mais lui, il ne le consomme pas. Quelqu'un qui est abonné à ton service, bah, peut-être qu'il était abonné à plein de trucs qui lui coûtaient de l'argent. Donc, la gratuité, je pense que ça fausse complètement les chiffres d'inflation. Alors, pas en ce moment, je ne suis pas en train de dire que l'inflation est surestimée en ce moment, parce qu'on est dans une crise inflationniste, mais en temps réel, en période classique, je veux dire en période hors crise, je pense qu'on sous-estime l'inflation parce qu'on ne tient pas compte de la gratuité. Hyper Et intéressant. il y a de plus en plus de services qui sont gratuits, il y a de plus en plus de services qui sont très chers, mais il y a de plus en plus de choses qui sont gratuites. C'est vrai. Benoît, et on va prendre encore 2 questions, parce qu'ensuite Marc Va se coucher. va se... À mon âge, il faut que je dorme. Voilà. Benoît veut savoir comment concilier. Ah, j'ai pas vu la question. Attends, comment concilier votre activité de CGP avec ton postulat de dire qu'il faut limiter les frais? Comment tu trouves le bon équilibre entre... Ah ben, c'est simple. Ah ben, le bon équilibre, il est hyper simple. Le bon équilibre. En fait, c'est très intéressant parce que c'est toute la base du business model de meilleur taux placement. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée de se dire, c'est passionnant, hein, on est parti de l'idée de se dire comment je fais le tarif de l'Internet avec le conseil de CGP. Donc, ça répond à cette question. Et en fait, les deux ne sont pas conciliables. C'est-à-dire que si tu fais 0 de frais d'entrée, donc tu as très peu de marge, et que tu as un conseiller, on va schématiser, qui te coûte de l'argent, bah, tu perds de l'argent. D'accord? Et en fait, surtout que pour attirer un nouveau client, il y a ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. Donc, si tu as coût d'acquisition client, tarif 0, et derrière tu donnes du conseil, tu es mort. D'accord? C'est ce qui s'est passé avec pas mal de fintech qui ont essayé de faire ça et ça n'a pas, parce qu'elles avaient un coût d'acquisition qui était délirant. Et en fait, nous, on s'est posé la question au démarrage de dire comment on peut concilier exactement la question qui m'a été posée. Et en fait, on s'est dit le seul moyen de concilier les deux, c'est d'avoir un coût d'acquisition gratuit. Comment on fait pour avoir un coût d'acquisition gratuit? Il faut donner un service. Quel service on pouvait donner? La seule chose que je pouvais donner, moi, c'est ma capacité à expliquer, d'écrire. Donc, c'est ce zapping, cette newsletter que je fais tous les matins. Et donc, cette newsletter, c'est un service gratuit que je donne, mais qui ne coûte rien, quasiment. Et grâce à ça, bah, on a un coût d'acquisition qui est gratuit. Et donc, ça nous permet d'avoir le tarif de l'Internet, la valeur ajoutée d'un CGP et des tarifications qui sont extrêmement favorables. Donc, c'est intéressant parce que cette question-là, qui paraît être une question anodine, c'est en fait toute la base de notre business model. Donc, bravo pour la question. C'est vraiment un sac. En tech, on parlait de hack, de t'avoir comme ambassadeur, parce que c'est sûr que tu draines. Je crois que tu as 400 000 abonnés à tes 400 000 abonnés avec un taux d'ouverture de 30%, puisqu'on nettoie notre base. Nous, on ne vend pas de pub. Donc, en fait, on s'en fout de dire on a 400 000, 200 000. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens derrière deviennent clients un jour. Alors, après, tu vois, il y a un truc qui est très sympa quand c'est ta propre boîte. Bon, là, on l'a vendu au groupe Meilleur Taux, je suis resté actionnaire. C'est qu'au début, on s'en foutait, tu vois, de dire bon, bah, c'est pas grave si les gens, ils lisent gratuitement et qui seront jamais clients. Et en fait, on s'aperçoit avec le temps, parce que maintenant on a le recul de 12 ans de cette newsletter, qu'en fait, il y a des gens, par exemple, qui l'ont lu pendant 7-8 ans, puis il y a un événement dans leur vie. Bon, un événement où ils ont hérité, où ils ont eu un bonus, et là, ils deviennent clients. Et là, tu dis, c'est presque plus génial encore que le mec qui lit pour la première fois et qui devient client. Tu dis, je comprends, finalement, ça avait un sens que je continue à créer ce lien avec lui. J'ai ce fil. Quand il a eu une opportunité, bah, finalement, son first call, ça a été pour moi. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est hyper gratifiant. C'est un peu, en marketing, on appellera ça le top of mind, je pense. Voilà, c'est Et c'est un ça. peu comme faire de la pub pour une voiture. Tu vas pas acheter une voiture tous les jours, a priori. C'est ça. Par contre, à force de l'avoir, à Ouais, force de lire tes contenus, ouais, le jour où il y a la décision. Alors, je lui donnerais, peut-être je ne mettrai pas, je ne comparerai pas tout à fait. Je comprends ce que tu dis. En fait, moi, je crois beaucoup au lien. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis que finalement, alors, les gens ou les gens qui lisent, bah, tous les jours, ils ont moi, je croise des gens, c'est marrant, dans la rue, ils sont sympas. Ils me parlent comme si je leur avais parlé le matin, donc ils ne me disent même pas
C'est-à-dire, ils répondent, ah ouais, la série, vous avez conseillé, vraiment, elle est nulle. Et je me dis, mais le mec, il me dit même pas bonjour. Il avait l'impression qu'on continue la newsletter et qu'on continue à parler. C'est vachement sympa. Parce que je pense que tu as aussi un côté qui est très abordable, quoi. Donc, Ouais, dans un sujet, encore une fois, qui n'est pas forcément. ouais. Parce qu'en fait, je me nourris aussi beaucoup de ce que disent les gens. C'est-à-dire qu'en fait, Les gens te répondent à la newsletter. ah ouais, on a beaucoup. Ah ouais. Ah bah, surtout au début, si tu veux. Alors, je vais te prendre une anecdote qui va t'amuser juste. Enfin, je ne sais pas si ça va t'amuser, mais bon, en tout cas, moi, elle m'amuse. C'est qu'au début, quand on a fait la newsletter, évidemment, moi, je viens des dérivés. Donc, mon idée, c'était de dire, je vais faire des produits hyper complexes. Tu vois, hyper complexes. C'est-à-dire, je voulais faire, moi, si on prend l'image du retail, je voulais faire du sur-mesure, mais du sur-mesure pointu, tu vois. Parce que je me dis, moi, je viens de là, donc je vais faire des produits dérivés vraiment pour une. Et puis, on avait cette newsletter qui était un instrument de sondage, tu vois. Et on voyait que toutes les questions posaient sur un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire, en fait, nous, on voulait faire un costard 3 pièces incroyable. Les mecs, ils nous posaient que des questions sur un t-shirt blanc. Et à la fin, on s'est dit, en fait, c'est grâce à ça qu'on n'a pas fait l'erreur de se dire, on est dans la finance, moi, je suis un homme des dérivés. Bah non. En fait, les gens, ils avaient besoin d'abord, avant d'acheter le costard hyper pointu, ils ont besoin d'acheter un pull blanc, un t-shirt blanc, un jean et une paire de sneakers de base. Et donc, on a fait des produits de base. Donc, c'est vachement bien parce qu'on a ce retour-là. En fait, tu sais, quand tu as cette base d'abonnés, tu as en permanence le retour de ces gens-là. Et ça te permet en fait d'orienter, bah, tu dois l'avoir toi aussi, ça te permet d'orienter complètement ton marketing et ton choix de produit. C'est hyper précieux. Dernière question. Bon, allez, avant-dernière question, parce qu'elle est marrante, celle-là. Léo veut savoir quelle est la marque de ta Rolex. Quel est le modèle de Rolex que tu portes? C'est une Submariner de base, hein, de base. Mais très ancienne. Je l'ai eu à 50 ans quand j'ai écouté Jacques Seguela. Voilà, c'est bon. Et je me suis dit, bon là, il faut pas, je vais basculer là. Il faut y aller. Dernière question cette fois de Michael, et c'est parfait, c'est la question qui nous permettra de boucler la boucle. C'est quoi ton plus grand apprentissage en tant que trader? Mon plus grand apprentissage, c'est les crises. C'est évidemment, c'est-à-dire mon plus grand apprentissage, ça a été le crack de 87. Bon, les gens ne se rappellent pas, mais en fait, ça a été une explosion en vol du jamais vu. Enfin, c'était du jamais vu depuis 1929. Donc, tu imagines que c'était du jamais vu. Tu peux nous replacer ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, on a eu, ça ressemble quand même pas mal à ce qui s'est passé actuellement, c'est-à-dire qu'on avait une remontée des taux d'intérêt qui était fulgurante. Il y a eu 1 ou 2 événements majeurs, des petites faillites, pas de banque, mais notamment d'une entreprise. Et à ce moment-là, on a eu une chute d'à peu près 15% du S&P dans la journée. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'était. Et on a quasiment suspendu les cotations. Enfin, donc, ça veut dire qu'on croyait que c'était un truc qui ne faisait que monter. Et puis finalement, le truc s'est complètement cassé la figure. Et là, ça a été un apprentissage. Moi, ça a marqué tout le reste de ma carrière. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, en fait, déjà, je ne dirais jamais à quelqu'un, tu peux prendre ce placement, il n'y a pas de risque. J'ai intégré la notion de risque. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu en direct. On a eu très, très peur. On a pensé qu'on allait tous y passer, quoi. Si tu veux, avec les clients, on allait tous y passer. Et donc, on s'est aperçu quand même que ça a été un grand enseignement. Le deuxième enseignement, juste, et j'ai terminé, j'ai beaucoup parlé de meilleur taux placement, mais j'ai une autre société qui s'appelle Roland Corporate, où je conseille des petites sociétés cotées. Et en fait, et d'abord, je voudrais saluer mes associés qui sont vraiment des associés formidables, beaucoup plus jeunes que moi, c'est pas difficile. Et en fait, ce que j'ai beaucoup appris avec cette société-là, c'est qu'en fait, je conseille des entrepreneurs de boîtes cotées. Donc, à l'époque, on disait entrepreneur, maintenant, il faut dire start-up. Et là où j'ai beaucoup appris, beaucoup appris, c'est avec les entrepreneurs. C'est-à-dire, je trouve que les entrepreneurs, c'est vraiment et surtout, alors, les entrepreneurs du côté, c'est encore une autre catégorie de gens parce que c'est des gens qui se prennent des claques toute la journée. Ils sont en vitrine, tu vois. Tu vois, ils sont en vitrine et les gens passent devant la rue, ils leur balancent des tomates quand ça va pas, tu vois. Donc ça veut dire que il faut avoir le cuir hyper tanné. Et j'ai beaucoup appris avec pas mal de gens. J'ai cité tout à l'heure le patron d'SES Magotag. J'ai appris avec d'autres gens. J'ai eu leur feedback et ça m'a beaucoup aidé. Trop bien. Voilà, donc je voudrais les saluer aussi s'ils écoutent.
Eh ben, écoute, ils pourront écouter puisque ça sera disponible en replay dès demain. Super. En podcast. Donc, si vous faites du sport, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport en écoutant, donc qui t'écouteront toi. Ça sera sur YouTube, évidemment. Et sinon, ils peuvent m'écouter, c'est votre argent, tous les vendredis. Et sur BFM. Sur BFM Business. Très belle émission. Bah Marc, déjà, on a largement dépassé, donc merci pour ton temps. C'était un plaisir, j'ai pas vu le temps passer. Donc Moi non plus. Moi non plus, je pense qu'on n'a jamais eu autant de réactions et de rires, surtout sur un sujet aussi sérieux. Donc, tu as réussi à combiner deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Merci et bravo, c'était super intéressant. Merci de ton invitation, c'était vraiment un plaisir et bravo pour ce que vous faites. Continuez. Merci. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux partager, un dernier conseil pour la route? Un dernier conseil pour la route non, lisez ma newsletter. Voilà. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. On va mettre le lien. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Merci encore, Marc. Et je te dis à très vite. Bye bye.